Non, mais moi, tu vois, des fois, je réfléchis à cette histoire de pré-primaire, là. Peut-être qu'il y a quelque chose à trouver. Peut-être qu'il y a... Tu vois, Sinon, faut pas rejeter. On fait une convention citoyenne, populaire. Ouais. Je sais pas si vous avez vu, il y avait il y avait 26 000 personnes à Saint-Denis. Sinon, on tire au sort. On tire au... je crois Ah oui, prend le quelque sort, chose ça au peut être hasard. sympa. Nous sommes le lundi 8 juin et ce week-end, LFI a donné une leçon de mobilisation politique. Et oui, 26 000 personnes revendiquées au pied de la basilique de Saint-Denis pour le premier grand meeting de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est un chiffre qui ferait pâlir d'envie plus d'un appareil politique. À Saint-Denis, ce dimanche, ce n'est pas vraiment le contenu qui a fait l'événement, ce sont justement les images. Car si les annonces se commenteront en quelques heures, les démonstrations de force, elles, laissent des traces un peu plus longtemps. Et ce week-end, LFI a surtout montré qu'elle restait une formation politique capable de remplir une place, voire même d'en déborder, quand d'autres peinent encore à remplir ne serait-ce qu'une petite salle. Alors bien sûr, il y a quand même du fond. Jean-Luc Mélenchon n'allait pas laisser passer l'occasion de dérouler un discours de combat, désignant notamment clairement son adversaire principal, le Rassemblement national, et la banalisation de ses idées dans le débat public, évidemment. En opposition frontale, lui, il a défendu l'idée de la nouvelle France, métissée, populaire, diversifiée, mais profondément attachée à la nation, une France qui n'aurait pas à choisir entre la fierté de ses origines et la fierté de son pays, jusqu'à reprendre l'un des slogans les plus emblématiques et nauséabonds de l'extrême droite, on n'est pas chez nous, pour lui donner évidemment un sens radicalement opposé. Sur le fond, le tribun insoumis a réaffirmé les marqueurs historiques de son projet, la 6e République, la retraite à 60 ans, un SMIC à 1 700 €, le renforcement de la Sécu, la planification écologique ou encore la rupture avec les logiques du libre-échange. Il a également défendu l'indépendance de la Kanaky et une autonomie renforcée pour la Corse au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais globalement, tout ça... On le savait déjà, personne n'est vraiment tombé de sa chaise en découvrant des propositions avancées par le candidat insoumis hier à Saint-Denis. D'ailleurs, il suffit de parcourir la presse ce matin pour s'en convaincre. Les articles ne s'attardent pas tant sur une proposition précise, aucun éditorial ne dissèque une mesure choc. Les titres parlent plutôt de la foule, des images, de l'ambiance, du nombre de participants. Et c'est précisément ce que voulait le mouvement insoumis. C'est carré. Il y a une équipe, un programme, un seul candidat. Oui, LFI ne cherchait pas à créer un choc programmatique, bien au contraire. Le programme, tout le monde le connaît déjà. Et ça, c'est un véritable avantage concurrentiel dans le paysage politique actuel. Là où les candidatures s'empilent de tous les côtés, où on parle des personnalités des uns et des autres, des petites phrases ou des grandes stratégies d'appareil, mais jamais de ce qu'ils et elles proposent concrètement pour gouverner la France. Alors bon, bien sûr, il y a des propositions à la marge de temps en temps, souvent faites pour faire parler, comme Retailleau et sa castration chimique, dont on a parlé la semaine dernière, pour ne citer que lui. Et à l'inverse, la France insoumise, elle avance depuis près d'une décennie avec une boussole clairement identifiée qui s'appelle l'Avenir en commun, c'est le nom du programme. Un programme construit en 2016 donc et enrichi au fil des campagnes et du temps qui passe et suffisamment solide pour avoir servi quand même, on le rappelle, de socle à la NUPES et au Nouveau Front Populaire en 2024. Et rares sont les formations politiques capables de présenter un corpus aussi dense, aussi détaillé et travaillé dans la durée. À une époque où beaucoup de candidatures ressemblent davantage à des marques personnelles qu'à des projets de société à part entière, c'est pas un détail, c'est même probablement l'un des principaux atouts de Jean-Luc Mélenchon et de son mouvement. Mais ça a beau être carré côté programme, encore faut-il être capable de porter tout ça, de le faire vivre, et puis surtout de mobiliser autour de ces mesures programmatiques. Et c'était précisément l'enjeu du meeting de Saint-Denis ce dimanche.
Alors d'abord, il y avait le choix de lieu, qui n'avait évidemment rien d'anodin. Saint-Denis, la plus grande ville dirigée par un maire insoumis, Bali Bagayoko. Ça offrait évidemment un décor idéal pour cette démonstration de force. Et puis, c'était aussi un rendez-vous physique, en plein air, loin des plateaux télé et des réseaux sociaux. Une foule dense qu'on peut voir vue du ciel, ça c'est important. Et puis, qui a répondu présente. Des milliers de personnes réunies autour d'une même bannière, prêtes à se mobiliser pour gagner, évidemment. Donc, qui y croit Ce meeting, c'était avant tout une photographie politique, un message clair envoyé aux détracteurs, notamment, qu'on sait nombreux, ceux de Jean-Luc Mélenchon. Une démonstration aussi qui rappelle que malgré les divisions de la gauche, soi-disant indépassables, malgré les torrents de critiques déversés sans cesse sur le mouvement insoumis, malgré tout ça, la France insoumise, elle reste une force capable de rassembler massivement sur le terrain. Chez les concurrents de droite et de gauche, il y a des chances que tout ça, ça fasse des envieux. En tout cas, une chose est sûre, le meeting de Saint-Denis, ça crédibilise. Oui, ok les sondages, ok Mélenchon qui parle fort et qui ferait peur aux électeurs, ok les classements des personnalités préférées des Français, ok tout ce qu'on veut, mais là ce qu'on a, c'est le monde réel. Voilà ce que ça donne. Et puis faites mieux, comme dirait l'autre. Bon, en tout cas, faites mieux, il y en a qui ont essayé, mais ni Gabriel Attal et ses 5000 soutiens au parc des Expos de la Porte de Versailles, ni la gauche unitaire et les 2000 partisans à la Bellevilloise n'ont fait le poids. 26 000 participants à Saint-Denis, on le rappelle. Et puis comparaison n'est pas raison, on le sait bien, mais hasard du calendrier me pousse à devoir en parler quand même un peu. Ce week-end avait aussi lieu le congrès du PCF. Et pour le coup, le tableau n'est pas franchement reluisant. La base militante communiste s'érode de plus vite que la banquise, c'est dire. En 15 ans, le parti politique a quand même perdu plus de 30 000 cotisants, soit une baisse de 46%. Évidemment, c'est énorme et d'autant plus inquiétant que ça se passe juste avant une élection présidentielle importante. Dans une vie politique, on l'a dit, saturée de sondages, de séquences médiatiques à buzz et de communication calibrée pour les réseaux sociaux, la présence de corps bien réels, de visages et d'une place remplie de personnes, ça a une valeur symbolique forte. C'est précisément cette image que la France insoumise a cherché à produire et c'est cette image qui aujourd'hui s'impose dans le débat public, bien au-delà du seul cercle des sympathisants. En réalité, ce qui frappe surtout, c'est évidemment l'écart entre les récits et les faits. D'un côté, une partie du commentaire politique qui continue de décrire une formation politique marginalisée, contestée, parfois même donnée pour déclinante ou carrément dangereuse. Et puis de l'autre, il y a des rassemblements bien réels, comme à Saint-Denis, qui racontent quand même tout autre chose, avec une certaine ferveur. Alors certes, il restera toujours les plus allergiques à la France insoumise, ceux qui continueront toujours, et quoi qu'il arrive, d'allumer des contre-feux un peu pathétiques le cas échéant, en s'affranchissant du réel. On a vu par exemple, pour ne citer que lui, encore une fois, Jean Messia lancer la rumeur que les drapeaux français auraient été interdits lors du meeting de Saint-Denis, alors même qu'il y en avait justement en grand nombre dans la foule, probablement distribués à l'avance d'ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, le pari est gagné pour les insoumis. LFI a marqué des points dimanche à Saint-Denis et sur tous les plans, en externe comme on l'a dit, en se crédibilisant comme une force politique de poids pour cette campagne. Et puis aussi en interne, c'est tout aussi important, chez les militants, la force vive de la campagne, prête et reboostée avant une bataille qui s'annonce aussi longue que difficile. Une séquence comme celle de Saint-Denis ne se contente pas de figer une image, elle installe aussi une dynamique, et ça peut compter. Elle donne du souffle et forme un élan collectif au moment où tout va jouer justement dans la durée. Alors pour les insoumis, c'est précisément ce capital-là qui vient d'être engrangé. Reste évidemment l'essentiel, il va falloir transformer cet élan en continuité pendant quasiment un an, faire de sorte que Saint-Denis ne soit pas un sommet isolé, mais le début d'une véritable séquence, parce qu'en politique, les vagues ne valent rien si on ne les surfe pas jusqu'au bout.
Et avant de continuer avec le reste de l'actualité, je vous rappelle notre objectif, 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet pour sauver le média. Le premier média télé indé de France, il ne peut pas disparaître juste avant 2027. On aura encore plein de choses à vous raconter. Alors aidez-nous à continuer, c'est à partir de 5 € par mois et c'est défiscalisable. Pour ça, rendez-vous sur cap-sur10k.lemediatv.fr. Notre survie ne dépend que de vous. Et puis vous le savez, si vous aimez le récap et que vous avez envie qu'on discute ensemble, de proposer des sujets, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos YouTube. Et on continue avec l'affaire Liana, qui nous rappelle que la France ne sait pas protéger ses enfants. À l'heure où nous enregistrons, les rassemblements devant le ministère de la Justice et les tribunaux de France n'ont pas encore commencé, mais des rassemblements sur l'appel de personnalités, de collectifs, d'associations sont organisés pour dénoncer justement l'injustice de trop. Le corps de la petite fille, on le rappelle, de 11 ans, a été retrouvé ce jeudi dernier. Le suspect mis en examen pour enlèvement et séquestration, Jérôme Barella, était visé par plusieurs plaintes et signalements. Certaines ont été classées sans suite et dans d'autres, il n'a même pas été entendu. Alors, qui est responsable de ces manquements ? Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, lui, se dédouane et s'est empressé de charger les autres. Il a exclu de démissionner, évoquant une défaillance qui ne tenait pas à ses instructions. En revanche, il se garde le droit de sanctionner les magistrats du parquet. Vous l'aurez compris, c'est pas lui, ce sont les autres. Si il y a, d'après le rapport d'inspection, des défaillances qui sont mises en avant, comme je pense qu'il y en a, d'après ce que je sais, et j'ai accès aux fiches d'action publique, c'est-à-dire remontées aux procureurs généraux, je prendrai mes responsabilités et je proposerai des sanctions au Conseil supérieur de la magistrature, et comme je l'ai déjà dit, qui iront du blâme jusqu'à la révocation du haut magistrat, si c'est le cas. Et il a également, Gérald Darmanin, ordonné aux procureurs généraux de reprendre 70 000 plaintes concernant des enfants d'ici au 14 juillet prochain. Gérald Darmanin, c'est un peu un gamin qui se défausse. Cette attitude, ça ne passe pas auprès des magistrats, évidemment. L'Union syndicale des magistrats a d'ailleurs publié un communiqué ce lundi. Je le cite, « Vous revendiquez être le chef du service public de la justice et comme tel, vous êtes comptable de son manque de moyens, mais il est sûrement plus facile, face à l'opinion publique, de donner les magistrats en pâture que d'endosser politiquement une responsabilité. » Fin de citation. La loi de Darmanin sur la justice criminelle est arrivée également aujourd'hui à l'Assemblée, percutée de plein fouet par l'affaire Liana. Très mauvais timing pour le ministre. Je viens de le dire, l'affaire Liana nous rappelle que la France ne sait pas protéger ses enfants, mais l'affaire Bruel nous rappelle que certains artistes sont intouchables. Le chanteur de 67 ans est visé par des accusations de viol, de tentative de viol et d'agression sexuelle par une trentaine de femmes à ce jour. Et signe d'espoir quand même, il a été placé en garde à vue ce matin. Il va être interrogé sur des faits qui s'étalent sur plusieurs décennies et qui concernent au moins 13 victimes. Et le chanteur est également visé par une plainte de l'animatrice de télévision Flavie Flament qui l'accuse de viol à Paris en 1991 alors qu'elle était encore une adolescente. Patrick Bruel est entendu dans les locaux du 1er district de la police judiciaire à Paris. Sa garde à vue peut durer jusqu'à 48 heures. À son issue, il peut ressortir libre ou pas. Il a toujours contesté fermement les accusations qui pèsent sur lui, mais il a bien senti quand même que le vent tournait. Le sexagénaire s'est donc retiré des Enfoirés, il a annulé plusieurs concerts et sa tournée. Alors merci à la mobilisation croissante, notamment des collectifs féministes. La trêve Iran-Israël de plus en plus fragilisée, Donald Trump aussi. On vous explique, les deux pays ont repris leurs attaques directes pour la première fois depuis la trêve conclue il y a 2 mois. L'Iran a tiré plusieurs missiles contre Israël, qui dit les avoir interceptés. Israël a de son côté mené plusieurs frappes aériennes, notamment sur un site pétrochimique iranien. L'Iran a riposté. Pourtant, quelques jours avant, le président américain avait
assuré, lui, qu'un accord était sur le point d'être conclu en début de semaine, lundi, mardi ou mercredi, avait-il dit. Benjamin Netanyahou a manifestement, lui, choisi de ne pas l'écouter, mais Donald Trump persiste sur son réseau social. Il assure que les négociations se poursuivent malgré la reprise des hostilités, mais il se fend quand même d'une petite pique, je le cite, à moins que l'ignorance ou la stupidité ne viennent les entraver, a-t-il dit. Les négociations pour mettre fin à la guerre en Iran et au Moyen-Orient se poursuivent donc. Qui vise-t-il Donald Trump avec ses piques, l'Iran ou son allié de toujours? À chacun de se faire son avis. L'Iran, de son côté, a confirmé un peu plus tôt dans la journée que son opération militaire avait pris fin, mais menace quand même de la reprendre si Israël n'arrête pas d'attaquer, notamment le Sud-Liban. Et il ajoute quand même, nous restons à la table des négociations, mais nous ne quittons pas le champ de bataille. Et je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et puis rendez-vous sur cap.10k.lemediatv.fr pour devenir l'un de nos 10 000 donateurs mensuels et sauver notre chaîne avant le 31 juillet. Merci beaucoup et très bonne soirée sur le média.